Monsieur le recteur, autorité, excellence, chers collègues, mesdames et messieurs, je remercie chaleureusement l'Université de Genève de m'avoir invité parmi vous aujourd'hui. Je suis très heureux de partager la remise de ce doctorat honoris causa avec d'éminentes personnalités en provenance de très prestigieuses institutions scientifiques de la France, d'Italie, des États-Unis. Et permettez-moi un mot spécial, dire quel honneur de partager ce moment avec ce grand homme de culture, ce grand témoin de l'histoire qui est Elie Wiesel. Puisque je suis parmi les lauréats un de ceux qui a l'opportunité de prendre la parole, vous me permettez, au nom de nous tous, vous remercier, Monsieur le recteur de l'Université de Genève, de cette grande distinction. Et je suis très heureux aussi parce que l'Université de Genève occupe une place très particulière dans ma vie et dans mon cœur. Avec ma femme, Marguerite, j'ai fait de grandes rencontres. Denis de Rougemont, ce grand Européen, l'auteur de L'amour et l'Occident, et mon très cher ami Dusan Sidjonski, avec qui j'ai gardé des liens personnels très étroits depuis. C'est aussi à l'Université de Genève que, étudiant, puis assistant au département de sciences politiques de la Faculté des sciences économiques et sociales, j'ai décidé non seulement de me marier avec Marguerite, qui est là, mais d'épouser l'Europe. En débarquant à Genève en 1979, j'avais dans mes bagages intellectuels et politiques mon vécu personnel sous un régime dictature jusqu'à 1974. Cette expérience a déterminé mon combat pour la démocratie. Elle a déterminé mon engagement européen. Parce que pour moi, les deux se confondent. J'ai toujours vu dans l'Europe la traduction d'un des plus beaux mots de la langue des hommes, le mot de liberté. C'est pourquoi je partage, et je crois que je peux le dire, ma génération au Portugal partage avec d'autres pays de l'Europe du Sud, notamment l'Espagne et la Grèce, cette ambition européenne et démocratique. Et c'est pourquoi nous nous sentons tellement proches de nos amis des pays de l'Europe centrale et orientale qui ont pu, après la chute de leur dictature, rejoindre aussi notre projet, l'Union européenne. Dans son discours fondateur du 9 mai 1950, Jean Monnet dit « L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. » Il n'y aurait jamais eu de constructions européennes sans une aspiration existentielle à la paix, mais aussi à la démocratie, à la liberté, au respect des droits de la personne humaine, qui en sont les conditions. L'idée même d'Europe, l'existence même de l'Europe unie, est la réponse à l'expérience des poisons ultimes du nationalisme, à l'expérience de la négation ultime de l'autre, à l'expérience de la barbarie ultime que l'Europe a connue pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi notre thème de réflexion d'aujourd'hui, mémoire et réconciliation, s'applique parfaitement à l'Europe. La réconciliation a été le motif et la justification politique première de la création de la communauté européenne. La réconciliation se fortifie avec le temps. La mémoire, elle, doit s'entretenir, pour une raison que, cher Elie Wiesel, vous avez parfaitement cernée, je vous cite, « Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. » Pour que la réconciliation soit possible et viable en Europe, il fallait qu'elle puise sa force dans des valeurs communes et qu'elle repose sur le droit. Les valeurs comme garantie du respect des diversités, de la solidarité, de la cohésion. Le droit comme rempart contre la loi du plus fort et comme garantie de l'égalité des États membres, petits ou grands. Voilà ce qui a fait de l'Union européenne l'expérience d'intégration économique et politique la plus importante jamais réussie au monde. Depuis le premier jour, la communauté européenne, aujourd'hui l'Union européenne, s'est ancrée dans un socle de liberté. Les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit sont des valeurs essentielles pour nous. Les droits fondamentaux doivent être effectifs, ils doivent être protégés. Il faut donc à la fois les affirmer et les faire respecter. Depuis le 1er décembre 2009, nous avons le bon instrument,
Second instrument, c'est la Charte des droits fondamentaux. Pendant mon premier mandat de président de la Commission, je me suis battu sans relâche en faveur du traité de Lisbonne. Et une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, c'est que le traité consacre une conquête politique historique de l'Europe, la Charte des droits fondamentaux. Cette charte est une avancée vraiment décisive des libertés civiques et des droits fondamentaux dans l'Union, y compris des droits économiques et sociaux, car elle rend ces libertés et ces droits juridiquement contraignants pour l'Union et pour ses États membres. Concrètement, cela veut dire que les institutions européennes doivent respecter la Charte des droits fondamentaux dans leurs actes législatifs et que les États membres aussi doivent respecter la Charte lorsqu'ils transposent et mettent en œuvre le droit européen. La Charte est entrée en vigueur en même temps que le traité de Lisbonne, dont elle partage la même valeur juridique. C'est dire aussi notre degré d'ambition politique. L'engagement de l'Union européenne en faveur des droits fondamentaux est aujourd'hui gravé dans le marbre. La Commission européenne joue un rôle central dans cette ambition et dans cet engagement. Elle doit veiller à la compatibilité des lois nationales de transposition avec la Charte, au respect des droits fondamentaux dans le contexte des politiques de l'Union. Cette compétence est consubstantielle de la construction européenne, car depuis que les institutions européennes existent, la Commission est la gardienne des traités de l'Union européenne. Et je tiens à le dire, je crois qu'il n'y en a pas de doute, la Commission fera tout ce qui est en son pouvoir pour défendre les principes du droit, notamment le principe de la non-discrimination. L'Union s'apprête aussi à franchir un pas historique supplémentaire et complémentaire en adhérant à la Convention européenne des droits de l'homme. La Commission travaille à cette adhésion en collaboration avec les États du Conseil de l'Europe. Je suis convaincu que la Suisse, dont on connaît bien la tradition dans ce domaine, jouera comme toujours un rôle constructif dans ces négociations. Mesdames et messieurs, la vision très élevée que l'Europe a des droits de l'homme à l'intérieur trouve aussi son prolongement dans ses relations extérieures. Et je peux partager avec moi votre expérience. Quand je représente l'Union européenne à un sommet avec un pays partenaire, je m'attache à utiliser nos outils pour encourager la démocratie et le respect des droits de l'homme. Quand nous entretenons des dialogues politiques avec certains pays, les questions des droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté de la presse occupent une place de choix. Eh bien, je peux vous dire que ce dialogue est parfois plus franc que le voudraient les usages diplomatiques. Il ne s'agit pas de donner des leçons à quiconque, ni de s'ériger en modèle. Il n'empêche que l'Europe, parce qu'elle vient d'où elle vient, est un extraordinaire laboratoire d'une réconciliation et d'un partenariat fondé sur les principes du droit. Et cette idée peut être un formidable encouragement pour tous ceux qui se battent pour les libertés dans le monde. Mesdames et messieurs, l'Europe est fière de son attachement à ces principes, mais nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Il y a aussi des problèmes en Europe. Je ne vous le cache pas, le climat politique actuel en Europe me préoccupe. Aux quatre coins de l'Union, certains courants politiques exploitent sans vergogne la crise économique actuelle pour provoquer des réflexes de repli national, voire nationalistes et même identitaires. Ils l'utilisent pour contester les valeurs qui cimentent notre continent et notre projet commun, l'humanisme, l'ouverture, le respect de la diversité, la tolérance. L'identité, c'est bien, et l'Europe s'est faite sur le respect des identités. Mais l'idée identitaire, l'identité contre les autres, ça, ce n'est pas bien. Comme l'a dit un auteur français, Romain Gary, le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Pourquoi laisser à penser que c'est par des solutions simplistes que l'on peut résoudre des problèmes politiques, économiques, sociaux d'une extrême complexité? Pourquoi faire croire que dans un contexte de mondialisation, le retour à la case nationale est une réponse viable, ou pire encore, la solution à tout? Et surtout, pourquoi ajouter aux difficultés réelles des Européens des tensions alimentées par des discours teintés de populisme qui accusent l'autre, l'étranger, de tous les maux? Je le dis,
et je le redirai toujours. Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance n'ont pas leur place en Europe. Ils sont contraires à nos valeurs, contraires au son même de notre projet de vie commune, contraires au destin partagé que nous avons choisi. Alors il faut que nous soyons tous très vigilants et que nous sachions défendre notre construction de liberté et de droit. Porter notre mémoire collective européenne, ce n'est pas un gadget dépassé, c'est le devoir de tous citoyens ou citoyennes européens ou européennes du XXIe siècle qui est attaché à la démocratie. Le philosophe Edmund Husserl a prononcé en 1935 une phrase qui reste plus que jamais d'actualité. Europas größte Gefahr ist die Müdigkeit. Kämpfen wir gegen diese Gefahr der Gefahren als gute Europäer in jener Tapferkeit. Le plus grand danger pour l'Europe, c'est la lassitude. Luttons avec tout notre zèle contre ce danger des dangers en bons Européens. N'oublions donc pas notre mémoire. Ne prenons rien pour acquis. Qui pourrait se lasser des libertés que nous avons si durement et chèrement conquises? Dans ma position, dans la Commission européenne, qui représente précisément l'intérêt général européen, je ne peux qu'appeler vigoureusement à l'esprit de responsabilité de chacun, les citoyens, la société civile, les intellectuels et les responsables politiques. En ces temps difficiles de crise matérielle, je suis convaincu que les valeurs qui nous ont permis tant de réalisations et tant de conquêtes n'ont jamais été aussi nécessaires. Et je suis fier de le redire aujourd'hui à cette grande, belle université, l'Université de Genève. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Président, je vous remercie de cette réflexion riche et sincère et je passe la parole à M. Elie Wiesel, professeur Wiesel. Monsieur le recteur, Monsieur le doyen, amis, le nouveau docteur honoris causa, Mesdames et messieurs, une petite histoire. Dans ma petite ville, un jour d'hiver, le père essaie de réveiller son petit garçon. Il lui dit, écoute, il est temps qu'on aille à la maison de prière et d'études. Mais le petit garçon ne veut pas se lever. Le père insiste. Finalement, il le pousse et le petit garçon se lève et suit son père. En allant donc à cette maison-là, tout d'un coup, le petit garçon s'arrête car il voit une pièce de monnaie, une pièce d'argent ou d'or, dans la neige. Il ramasse. Et le père dit, tu vois mon petit, si tu te lèves tôt, tu trouves une pièce de monnaie. Et le petit dit, mais papa, le type qui l'a perdu s'est levé plus tôt encore. C'est logique. Moi, je me suis levé tôt ce matin, à l'heure de New York, finalement, pour venir et vous dire merci. Merci d'abord de m'avoir décerné ce grand honneur. C'est un grand honneur, donc, d'être docteur honoris causa de cette prestigieuse université. Et aussi de vous dire que c'est bien d'être avec vous, mes amis. Et aussi, vous m'avez demandé, en fait, monsieur le recteur, d'offrir une sorte de regard croisé avec mon nouvel ami, le président Barroso. J'ai un problème. Je suis d'accord avec pas mal de choses que vous avez dites. Donc, en fait, je n'ai pas d'argument contre. Oui, je suis pour la liberté. Bon. Cela dit, je vous dirai quand même des choses. Pourquoi je me sens ému? Moi, je pense que la vie n'est pas faite d'années, mais de moments. Et certains sont des moments privilégiés,
et c'en est un. Pourquoi? Parce que c'est la Suisse. Je dois vous dire ma sincérité, ma vérité. Pendant très longtemps, j'avais des problèmes avec la Suisse. J'avais des problèmes parce que, bon, pendant la guerre, et un petit avant, dans les années 37, 38, 39, la Suisse, à mon avis, n'était pas à la hauteur de mes idéaux pour un grand peuple, comme ce petit peuple suisse devrait l'être. Et deuxièmement, finalement, vous êtes neutre. Monsieur le recteur, vous m'avez cité de mon discours Nobel où j'ai parlé du silence, qui a aussi un silence interdit. Mais j'ai aussi ajouté que la neutralité n'aide jamais la victime, elle n'aide que l'agresseur. Donc, personnellement, je suis contre la neutralité. Je dis ça, bien que je sache, n'est-ce pas, ce que ça veut dire, qu'il y a une différence entre être un individu et être un gouvernement. Le pouvoir a d'autres exigences. Donc, en politique, la neutralité est envisageable. En philosophie, non. Et certainement pas en philosophie morale, qui est la discipline que j'essaie d'enseigner. Oh, bien sûr, je me souviens. Je me souviens de choses que vous ne pouvez pas oublier, que vous ne devez pas oublier. La mémoire est ce qui détermine l'humanité de l'être humain. Il y a des années, j'avais publié un roman qui s'intitule « L'oublié ». C'est un roman sur l'Alzheimer. C'est le roman le plus triste, le plus désespérant que j'ai écrit. J'ai décrit le malade comme un livre. On arrache une page tous les jours, et puis il n'y a plus de page, il n'y a que la couverture. Et moi, je me disais, mais ça peut arriver peut-être qu'une génération entière soit frappée d'Alzheimer. Et alors que ferons-nous? Car, je peux vous dire, pas toutes les victimes, mais beaucoup de morts qui sont allés à leur mort nous ont laissé une sorte de testament. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Car si je dis n'oublions pas, c'est parce que je ne veux pas que mon passé devienne l'avenir de nos enfants. Et si nous oublions, l'oubli en soi pourrait être une tragédie à un certain niveau égal à la tragédie elle-même. Donc, j'exige qu'on se souvienne. Mais bien sûr, la mémoire aussi est spéciale. C'est comme tout le reste, c'est comme l'amour, c'est comme l'argent. Tout dépend de ce qu'on fait avec. L'amour, c'est noble, c'est grand, ça élève l'être humain. Mais on peut en faire aussi quelque chose de rien, de laid. La mémoire aussi, on peut l'enlaidir. Je vous donnerai un exemple. Le président Clinton m'avait envoyé 2 fois dans le pays des Balkans. J'étais là pendant la guerre. Et moi, je me suis promené littéralement d'une baraque à l'autre, dans le camp de réfugiés, d'une maison à l'autre, dans le petit village. Et je demandais à ces gens-là, pourquoi est-ce que vous haïssez vos voisins? Pourquoi est-ce que vous les tuez? Il y a des gens qui me disaient, quoi? Parce qu'il y a 359 ans, son grand-père a violé... C'est parce qu'il se souvenait qui est devenu cruel. Donc, même la mémoire a ses limites et aussi ses résonances. La mémoire a son propre langage, sa propre profondeur, ses propres secrets, son propre univers. Donc, il faut aussi essayer de le protéger. Pendant ce voyage-là, à un certain moment, j'exigeais, n'est-ce pas, je demandais, je réclamais de ces victimes, des familles, de me raconter leurs histoires. Et chaque personne que j'interrogeais a commencé à me raconter des histoires de viol, de meurtre, de torture. Et jamais ces individus n'ont réussi à achever le récit. J'avais interrogé certainement une centaine de personnes, sinon plus. Mais aucune n'a achevé le récit. Pourquoi? Parce que tous ont éclaté en pleurs. Et à un certain moment, je me disais, peut-être c'est la mission que j'ai assumée. Peut-être d'achever le récit. Non, je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Non, je me disais, peut-être est-ce mon rôle
de collecter leurs larmes et d'en faire mon message. Donc je suis revenu avec leurs larmes. Ma génération ne pleurait pas pendant. On n'avait pas de larmes. Après la guerre, après 1945, en venant en France, nous étions 400 gosses, il nous fallait apprendre à pleurer. C'était pour nous le premier défi, à pleurer. Bon, maintenant parlons un peu de réconciliation quand même. J'y crois. Écoutez, si Israël a pu faire la paix avec l'Allemagne, ne croyez-vous pas qu'Israël sera capable de faire la paix avec ses voisins? J'étais celui qui a fait rencontrer pour la première fois un premier ministre israélien, Ehud Olmert, avec Mahmoud Abbas. C'est la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. C'était une conférence de lauréat Nobel, c'est devenu ma spécialité. Je fais ça souvent. Je l'ai fait ensemble avec le roi Abdallah de Jordanie, à Petra. J'avais invité monsieur Barroso, il n'a pas pu venir. Les deux, là encore, en s'embrassant, ont eu des larmes aux yeux. Et nous aussi. Je me suis tourné vers ma femme, j'ai dit, Marion, tu sais, maintenant je crois que c'est possible. Et je crois que maintenant encore, je suis confiant. Je pense que c'est possible parce qu'on n'a pas le choix. Ça suffit. Et je pense aussi que le président Obama, que je connais, qui est quelqu'un de très sincère, intègre, un homme de sensibilité extraordinaire, il s'y investit de tout son cœur. Donc espérons que lorsque vous aurez la prochaine réunion de ce genre, il y aura déjà la paix entre Israël et les Palestiniens. Et le pardon là-dedans. Parfois on me pose la question, est-ce que je pardonne moi ou non? Qui suis-je? Personne ne m'a autorisé à être leur représentant. Les morts seuls ont ce droit, et les morts sont morts. Cela dit, j'étais invité en 2000 à faire un discours devant le Bundestag qui a quitté Bonn pour Berlin. Donc j'ai fait mon discours. Certains parmi vous me connaissent un petit peu. Je parle calmement, avec douceur si je peux. Je ne me fâche pas, je ne lève pas la voix. Mais j'ai dit des choses que je pensais que le représentant du peuple allemand devait entendre. Alors, à la fin, je me suis tourné vers le président Johannes Rau. Je lui ai dit, Monsieur le Président, l'Allemagne a beaucoup fait pour mon peuple. L'Allemagne a aidé d'abord les réfugiés, les survivants, de l'argent, autrement, Israël. Il y a une chose que vous n'avez pas encore fait. Vous n'avez jamais demandé pardon au peuple juif. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais une semaine plus tard, il a pris l'avion, il est parti à Jérusalem, au Parlement, à la Knesset, et il a demandé officiellement pardon au peuple juif. Ça m'arrive rarement de penser que mes paroles, parfois, rarement, ont un certain poids. Mais ce jour-là, j'étais content de moi-même. Autrement, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Qu'est-ce que j'ai appris de ma vie? D'abord, ne jamais humilier qui que ce soit. On n'est pas là pour s'humilier les uns les autres. Et surtout ceux qui ont besoin de nous. Je parle des petits-enfants, je parle des vieillards, et je parle aussi des étrangers. L'étranger n'est pas mon ennemi. L'étranger, c'est un passeur d'idées, d'histoires, de mémoire. Et donc, moi j'adore les étrangers, j'adore les mendiants qui sont là, la main ouverte en disant « Donnez-moi ce que vous êtes et ce que vous avez, car nous avons besoin de toi. » Eh bien, l'étranger donc doit être celui que je respecte parce qu'il est l'autre. Je respecte l'autre humain en l'autre, digne de ma confiance et même peut-être de mon amitié. Et pour conclure, je vais vous lire en fait une sorte de credo. C'est pour vous. Ce que j'ai fait moi
de mes années. Car vous savez que Victor Hugo, à l'âge de 74 ans, tout d'un coup a écrit « Ah, je n'ai pas encore commencé ». Moi, j'ai 82 ans. Et parfois, moi aussi, je me dis « Je n'ai pas encore commencé ». Donc, je me suis dit un jour, il faut quand même que je me dise à moi-même « Qu'est-ce que j'ai voulu dire ?» J'ai écrit tant de livres. Voilà. J'appartiens à une génération qui s'est souvent sentie abandonnée de Dieu et trahie par l'humanité. Et pourtant, je crois qu'il ne nous incombe de nous séparer ni de l'un ni de l'autre. Était-ce hier ou autrefois que certains parmi nous qui comprenions que des êtres humains pouvaient atteindre la perfection dans leur cruauté, que pour les tueurs c'était humain d'être inhumain. Devrions-nous donc tourner le dos à l'humanité tout entière, telle qu'elle? Je crois que la réponse nous appartient toujours, et le choix aussi. Chaque jour, il nous incombe de choisir entre la violence des adultes et le sourire des enfants, entre la haine, l'aide et la noblesse de s'y opposer, entre infliger souffrance et humiliation à notre semblable et le sens de solidarité et de l'espoir qu'il mérite. Je sais, je parle d'expérience, que même dans les ténèbres, il est possible de créer la lumière et faire des rêves exaltants de compassion, qu'il est possible de se vouloir libre et revigorer les idéaux de liberté, même à l'intérieur des prisons, que même en exil, l'amitié existe pour devenir encre. Une minute avant de mourir, l'être humain est encore immortel. Autrement dit, je crois en l'homme malgré les hommes. Je continue à croire en le langage humain, bien qu'il demeure meurtri, déformé, perverti par l'ennemi. Je continue à m'accrocher aux mots, car il nous appartient d'en faire des moyens indécents ou au contraire des véhicules de compassion et de compréhension. À nous de choisir encore, de s'en servir pour maudire ou pour guérir, pour qu'ils apportent la bonté et le confort ou au contraire le malaise. À la limite, c'est nous qui décidons s'ils deviennent des glaives ou des offrandes de paix, s'ils apportent le désespoir ou la foi. Oui, j'appartiens à une génération qui a appris que quelle que soit la question, la résignation et l'indifférence n'en constituent pas la réponse. J'appartiens à une génération qui a une passion, la passion du savoir, la passion de l'éducation, de l'enseignement, autrement dit, du partage. C'est ainsi le sens de lire un livre, d'écouter un cours ou de participer à une aventure qu'est la lecture. Une histoire sur le désespoir devient donc une histoire contre le désespoir. Et pour conclure, on se réfère toujours à Albert Camus dans La peste, à la fin de La peste, qui symbolisait la guerre. À la fin, le docteur Rieu, qui est le personnage central, se dit, oh, dit-il, bon, tout ça, la cendre, la destruction, partout. Et pourtant, disait-il, il est plus en l'homme de célébrer l'homme que le dénigrer. Donc, aujourd'hui, en ce moment, nous célébrons ensemble le bon sens, l'humanité, qui est un devoir, un défi, mais une grande promesse. Merci.